Et bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, on est en direct avec Kylian. Salut Kylian. Salut Maxime, un plaisir de te retrouver ce soir pour une émission de légende. Voilà, tout à fait, une grosse émission sur, donc voilà, vous le savez, présentation de l'adversaire de demain soir contre le Borussia Dortmund, donc le Bodø Glimt, qui de mieux que Kylian pour vous le présenter, le Norvégien adopté pendant une heure. Ouais, c'est ça. Donc, donc voilà, donc bon, c'est plus Kylian qui va parler, moi je compléterai en même temps, mais on va vous présenter Bodo Glimt dans ses grands contours et Kylian a été carrément dans les archives norvégiennes pour vous retrouver le maximum d'informations. Donc voilà, présentation du club, de l'entraîneur, de l'effectif et un peu aussi notre avis sur le match qui nous attend. Donc, euh, donc voilà un peu le programme de la soirée. Bah écoute Kylian, ce que je te propose, c'est que je vais te laisser la parole, parce que tu vas être le narrateur du Beau 2, et puis nous présenter un peu ce club qui il est, d'où ça vient et ce que tu as pu trouver. Effectivement, alors bonsoir tout le monde. Ce soir, on va parler vieux norrois, on va parler d'histoire. Alors au même titre que j'étais pas supporter de Manchester City quand j'ai présenté Manchester, je suis pas supporter de Bodø et je connaissais pas grand-chose à Bodø avant que Maxime me demande de faire cette émission-là. Donc je suis effectivement allé sur le site du gouvernement norvégien pour demander l'encyclopédie en gros de l'histoire du pays. Il faut une autorisation pour avoir cette encyclopédie, alors qu'en Angleterre et en France c'est pas le cas. Mais bon, je l'ai eu. Mais il faut savoir, ils m'ont demandé, hein. Ils m'ont dit pourquoi. Je dis bah c'est pour parler de Bodø Glimt. Ils m'ont dit ah bah, c'est bon. Si c'est pour Bodø, c'est bon. C'est validé. Donc voilà, j'ai feuilleté des pages et des pages et des pages et donc, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à raconter. Euh, pour Manchester, j'avais commencé au XVIIIe siècle, avec la Compagnie des Indes et le trajet du coton vers l'Angleterre. Pour la Norvège, on va commencer plus tôt que ça. On va commencer au XIVe siècle. Et oui, Maxime, au XIVe siècle. Alors, je vous rassure tout de suite, on va pas parler de 700 ans de l'histoire de la Norvège. Il y a une ellipse colossale. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que avant 1387, le système norvégien est très particulier en fait. Ça fonctionne à base de, un peu comme partout en Europe à cette époque-là, de mariage arrangé en mariage arrangé, on marie sa fille avec un prince d'un autre pays pour les échanges, pour sécuriser les alliances, pour être militairement indépendant, puissant, pour avoir une certaine confiance aussi. Et ça, c'est particulièrement vrai entre la Norvège et le Danemark. Et avant 1387, la couronne, la double couronne, on va appeler ça comme ça plutôt, Danemark-Norvège, elle était portée par un roi norvégien euh, à Bergen. Donc Bergen, c'est l'ancienne capitale, c'est la capitale historique de la Norvège. Donc on est beaucoup plus à l'ouest d'Oslo, là par exemple, sur ce que vous voyez, on est plutôt sur la côte atlantique au niveau de Bergen. Et en 1387, les choses vont beaucoup changer parce que ce roi qui a la double couronne, eh bien, en fait, il meurt de la peste à l'âge de 17 ans. Il faut savoir que ce roi en question, il était roi depuis qu'il avait l'âge de 5 ans. Donc en fait, toute sa vie, il a été roi, mais il ne régnait pas. C'était sa mère qui était donc la régente et qui régnait par procuration sur le royaume de Norvège et sur le royaume du Danemark. Mais son fils décède et elle ne peut pas régner seule. Donc il faut qu'elle se remarie parce que évidemment il n'a pas laissé d'héritier derrière lui, il n'y avait plus d'héritier à la couronne de ce double royaume. Et elle va épouser un prince danois. Donc la double couronne passe de la Norvège au Danemark. Et ce qui est hyper important là-dedans, c'est que malgré le fait que la couronne dirige deux pays, ça reste avant tout toujours deux pays. La Norvège reste indépendante, le Danemark reste indépendant. C'est pas parce que tout est dirigé depuis Copenhague que la Norvège n'est plus la Norvège en fait. Ça reste la Norvège, c'est juste que tout est dirigé depuis Copenhague. Et ça va rester comme ça pendant 400 ans. Pendant 400 ans, la couronne sera à Copenhague, les décisions seront prises à Copenhague, que ce soit pour le Danemark, mais là, en l'occurrence, en ce qui nous concerne, pour la Norvège. Et on va faire une ellipse de ces 400 années
puisqu'on va arriver au début des années 1800. Et là, l'histoire commence à se corser un peu, parce qu'au début des années 1800, l'Europe est en chaos complet. Pourquoi? Parce qu'un certain Napoléon veut conquérir l'Europe, veut étendre la France à l'est, au sud, au nord. Bon, je ne vais pas vous faire l'historique de Napoléon, on n'est pas là pour ça, mais il a une importance en fait assez capitale dans la fondation de Baudeux et donc dans la formation de Baudeux-Glimt, parce que Napoléon, dans sa volonté de conquérir l'Europe dans son ensemble, il a une peur qui le prend au ventre, c'est l'Angleterre. L'Angleterre, selon Napoléon, c'est une terre qui est inaccessible, qui est loin de tout, et surtout il a peur de la flotte navale, de l'armée maritime de l'Angleterre, qui est à cette époque-là de l'histoire la plus puissante en fait en Europe. Et Napoléon sait qu'il ne peut pas rivaliser avec ça. Donc il a très peur de l'Angleterre. Et les Anglais, Londres en l'occurrence, sont pas nés de la dernière pluie et ils tournent leur regard vers ce qui nous intéresse, vers le Danemark-Norvège, donc à ce moment-là. Pourquoi? Parce que le Danemark, à ce moment-là, eh ben, c'est la deuxième flotte militaire la plus influente du continent, parce qu'il règne sur, on peut le voir ici, la mer Baltique et aussi sur la mer du Nord et la mer de Norvège. Tout ça est contrôlé par Copenhague. Donc Londres se dit, si le Danemark s'allie à la France et à Napoléon, peut-être qu'on peut tomber, peut-être que l'Angleterre peut tomber. C'est pas ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce que l'Angleterre a demandé sa position au Danemark. Le Danemark s'est déclaré neutre, ne pas vouloir, comme historiquement quasiment tout le temps en fait, les pays scandinaves, on ne prendra pas part à cette guerre, on est neutre. Et l'Angleterre n'y croit pas. Et le 2 septembre 1807, l'Angleterre bombarde Copenhague. Parce que Copenhague, on la voit pas, mais c'est vraiment c'est une ville qui est portuaire. Hein. Et en fait, depuis la mer du Nord, pendant 4 jours, la flotte anglaise va bombarder la ville de Copenhague pour les faire plier et surtout pour saisir leur flotte militaire. Et au bout de 4 jours, le Danemark capitule. Au bout de 4 jours, le Danemark dit ok, on s'est fait laver concrètement, notre port il est détruit, la ville est en feu, on arrête le massacre, on vous cède notre flotte. Donc les Anglais repartent gagnants au bout de 4 jours. Napoléon ne pourra pas mettre la main sur la flotte danoise. Et dans tout ça, il y a un tiers élément qui va venir se rajouter au puzzle, c'est la Suède. Parce que la Suède, à ce moment-là de l'histoire, elle vient de perdre la Finlande au profit de la Russie. Et la Suède ne peut pas rentrer en guerre contre la Russie. Par contre, avec un Danemark affaibli, qui n'a plus d'armée, plus d'armée maritime, on va dire, et qui est avec une capitale en cendres, et une Norvège qui est gouvernée à distance depuis 4 siècles, la Suède se dit c'est peut-être notre occasion de prendre enfin cette côte qui nous emmène à l'Atlantique. Et donc la Suède rentre en contact avec l'Angleterre de cette façon-là en disant concrètement on n'est plus neutre, on accepte de faire la guerre avec vous contre Napoléon. Par contre, si on gagne, on réclame la Norvège. Concrètement, l'Angleterre va accepter. C'est ce qui va se passer parce que Napoléon va prendre plusieurs branlées au début du 19e siècle en Russie, à Leipzig et à la fin à Waterloo. Mais ce qui nous intéresse, c'est la date du 14 janvier 1814. Donc avant la défaite de Waterloo d'ailleurs. On va quitter un peu l'histoire de Napoléon pour se recentrer sur la Scandinavie. À cette date-là, il y a la signature du traité de Kiel, donc plein nord de l'Allemagne, qui est signé par l'Angleterre, par la Suède et par le Danemark. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce traité? En gros, l'Angleterre accorde à la Suède et au Danemark le droit de se retirer de la guerre, le droit d'arrêter de combattre à leur côté, parce que le Danemark à ce moment-là est extrêmement affaibli en fait. Vous avez le droit de ne plus de vous retirer des conquêtes de Napoléon. Par contre, effectivement, ils ont une dette envers la Suède et cette dette s'appelle la Norvège. Et le Danemark est plus du tout en position de négocier. Donc c'est de cette façon-là, dans le traité de Kiel de 1814, que la Suède récupère la Norvège, mais toujours sous cette forme d'indépendance. La Norvège ne va pas s'appeler la Suède. La Norvège reste la Norvège. C'est juste que les décisions seront prises à Stockholm par le roi de Norvège. Mais la Norvège reste un pays indépendant. C'est juste que il dépend de la couronne en fait de Suède. Et le traité, il indique aussi que les Norvégiens
qui au bout d'un moment veulent leur indépendance. Ça fait 400 ans, eux, qu'ils sont oubliés par toute la Scandinavie. Ils demandent leur indépendance. Et pour éviter une énième guerre avec la Suède, un compromis va être trouvé. La Suède va autoriser à la Norvège d'avoir son propre parlement, même d'élire son propre roi. Par contre, toutes les décisions qui seront prises par le Parlement norvégien, par le roi norvégien, seront soumises à un droit de veto du roi de la Suède, quoi, en gros. Et dans ce compromis-là, vont s'écrire 90 ans d'histoire, puisque maintenant on va passer de 1814 jusqu'à 1905. 1905, c'est l'indépendance de la Norvège à 100% en intégralité. C'est 90 ans qui ne sont pas très très bien passés. Hein. Les échanges étaient relativement tendus. La Norvège était heureux de son compromis, heureux d'être définitivement séparé du Danemark, alors que des siècles et des siècles, ils ont été liés comme ça. Et en fait, en 1905, il y a un point de rupture qui est atteint, pas par un événement en particulier, mais plus par une accumulation de frustration, en fait, de vouloir exister comme une vraie patrie, parce que la Norvège, à ce moment-là, est riche de toute sa côte atlantique, de tout son minerai aussi qu'on peut extraire au nord, bien plus que la Suède, et c'est entre autres pour ça que la Suède voulait contrôler la Norvège. Et en 1905, le roi de Norvège dissout son assemblée, dissout son parlement, et il quitte son poste. À ce moment-là, en 1905, la Norvège n'a plus d'autorité au-dessus d'elle. Et dans le traité de Kiel, 90 ans auparavant, il était bien indiqué que le roi de Suède n'avait pas le droit de prendre de décisions à la place du gouvernement norvégien, mais juste de les accorder ou de les refuser. S'il n'y a plus de gouvernement, alors la Suède perd son pouvoir. Alors évidemment, à ce moment-là, le roi de Suède, il a deux opportunités. Soit il va en guerre contre la Norvège pour prendre une bonne fois pour toutes ce territoire à lui, soit il cède et il dit à la Norvège que c'est bon, on n'est plus dans vos affaires parce que vous avez exploité une faille qu'on n'avait pas vu venir, entre guillemets. Et sous la pression de l'Europe aussi, qui sort de beaucoup de guerres, finalement, le roi suédois décide la paix et décide d'accorder l'indépendance à la Norvège. Donc en fait, la Norvège, c'est un pays qui existe depuis très longtemps, bien sûr, mais c'est un pays qui existe en tant que tel depuis à peine plus de 100 ans, en réalité. Et c'est important parce que Bodø, puisqu'on va se recentrer sur Bodø, représente plus ou moins ce qu'a connu la Norvège pendant des siècles, mais aujourd'hui. On va parler de Bodø, puisqu'on est là pour ça ce soir. Bodø, c'est une ville qui est fondée en 1916. En 1816, excusez-moi. En 1816, Bodø est fondée. Donc, on est 2 ans après le traité de Kiel. Là, je parle de la ville, pas du club. Donc, il y a un gouvernement norvégien qui s'est mis en place, tout ça, et il y avait une volonté réelle de faire progresser l'économie, de faire progresser l'urbanisation, parce qu'enfin, ils peuvent prendre des décisions pour leur pays, même s'ils sont sur le veto du roi de Suède, mais enfin, ils ne dépendent plus de la couronne de Copenhague qui a des milliers de kilomètres. Et en plus, c'était dans l'intérêt du roi de la Suède que l'économie norvégienne aille dans le bon sens. Donc, Bodø est choisi pour ça, parce qu'en fait, historiquement, le sud de la Norvège a, comment dire, a un... T'as eu un gros zoom sur ta caméra, juste je te coupe, ça t'a... C'est vrai? Ouais. Attends, j'ai pas vu. Ah, parce que c'est une cam que je ne connais pas. Attends, excuse-moi. J'arrive. Je vous permets de souffler un peu chez vous. Ouais. Ah oui. Ah oui, En tout cas, effectivement. s'il y a une agence Voilà. Voilà, c'est mieux. S'il y a une Autant agence pour de moi. tourisme qui écoute, Autant vous pour moi. avez un candidat pour la Norvège. Donc, en 1816, fondation de Bodø sous l'impulsion du néo-gouvernement norvégien. Pourquoi? Parce que historiquement, le sud de la Norvège, il est riche. Il y a plein de choses à raconter sur Oslo, sur Bergen, sur tout ce qui s'est passé au sud de la Norvège. Par contre, le nord de la Norvège, passé un certain degré, il n'y a pas d'archives, parce qu'il ne se passe pas grand-chose en fait. Il y a une sorte de discrimination, même si le mot est un peu fort. Il y a une vraie discrimination entre les Norvégiens du Sud et ceux qui ont au nord. Déjà, le dialecte n'est pas tout à fait le même historiquement. Il y a des mots qui peuvent changer. D'ailleurs, on va reparler de ça. Des accents qui sont fortement prononcés. À l'époque, Bodø,
c'est 200 habitants. 200 habitants et on choisit cette ville-là parce qu'elle est portuaire évidemment et parce que le commerce maritime c'est quelque chose de central au 19e siècle. Donc on va investir fortement dans le commerce maritime, on va agrandir le port et en fait petit à petit ça va devenir un lieu de réunion pour tous les habitants qui étaient autour de Bodø, dans des hameaux, dans des bourgs, qui vont se recentrer vers cet endroit-là où il va y avoir de l'emploi, une économie qui va pouvoir se démocratiser aussi, des habitations qui vont être construites. Donc, ce nord de Norvège, qui était un petit peu éclaté, eh ben, va se rassembler en Bodø. Et en fait, Bodø, c'est ça que ça représente. C'est l'union de populations qui étaient très autonomes en réalité et qui vont se rassembler dans petit à petit, au fur et à mesure des années, des restaurants, des bars, des tavernes, des commerces et plus récemment des événements culturels comme le foot. Et ça nous emmène à la fondation de Bodø Glimt cette fois-ci. Donc là, on est en 1916, on fait un saut dans le temps. 1916, donc début du siècle dernier, fondation de Bodø Glimt. Et à l'inverse de Manchester City, c'est pas un club qui est né avec un interrupteur, on va dire, on-off. Manchester City, on a vu que c'était l'impulsion d'une femme religieuse qui voulait trouver du réconfort dans la violence chez les jeunes et du coup leur occuper l'esprit différemment. Bodø, c'est très différent. Bodø, c'est presque venu naturellement. C'est même difficile de citer un nom en fait de quelqu'un qui aurait fondé. Alors il y en a un ou deux, mais c'est pas forcément ça qui est le plus intéressant. C'est juste que le foot existait. Mais le foot, c'est pas le sport historique de la Norvège. Hein. La Norvège, historiquement, c'est le ski, c'est un peu le handball aussi, surtout chez les femmes. Mais ça joue déjà au foot dans le nord de la Norvège. Mais Bodø étant devenu une ville plus grande et plus grande encore, eh ben, ça coulait de source qu'on y joue au foot. S'il y a du monde pour jouer au foot, eh bien, jouons au foot, quoi, concrètement. Ça, c'est pour la création du club. Et d'ailleurs, vous remarquerez que je dis Bodø depuis tout à l'heure parce que oui, la ville s'appelle bien Bodø. Pourtant, le club s'appelle Bodø Glimt avec un slash au milieu. Ça, c'est quand même un point d'interrogation. Pourquoi Bodø Glimt? J'ai cherché ce que c'était Glimt. Parce qu'il n'y a pas de ville Glimt. Et en fait, j'ai cherché dans les traductions. Alors, les traductions ne sont pas toutes d'accord déjà. Actuellement, Glimt, dans ce qu'il y a de plus proche, ça voudrait dire la lueur, la lumière, quelque chose en rapport en tout cas avec le lumineux. Mais en vieux norrois, et moi c'est ma théorie préférée, ça veut dire la foudre ou l'éclair. Éclair, ouais, j'avais éclair. L'éclair, voilà. Ce qui correspondait à ce slash. Le slash en fait c'est la foudre. Bodø slash Glimt, la foudre de Bodø. Et du coup, je trouve ça passionnant parce que ça fait un peu, tu sais, lycée américain, quoi. Les Tigers de New York, quoi, tu vois. Bah là, c'est la foudre de Bodø, quoi. Donc ça, c'était pour la fondation. À noter, en 1940, Bodø a été quasiment rasé, aux 2/3 en tout cas de sa capacité par un bombardement allemand. Il a fallu 12 ans en fait à la ville pour s'en remettre. Pour toute la reconstruction, pour tous les travaux. Et en 1966, construction de l'Aspmyra Stadion, parce que j'en profite pour dire un truc, le Y en norvégien, il se prononce U. Donc je boue intérieurement à chaque fois que vous dites Ryerson. C'est Ryerson. Alors après, je vous ai jamais repris parce qu'il est à moitié américain. Donc on peut dire c'est Julian Ryerson. Et là, il n'y a pas de souci, tu vois. Donc vous avez cette excuse-là. Mais donc le stade, c'est bien l'Aspmyra Stadion. Bon, c'est un stade qui a connu beaucoup d'évolutions. Hein. Il y a des travaux majeurs qui sont entrepris dans ce stade-là à peu près tous les 20 ans, c'est ce que j'ai pu noter. Pas grand-chose à dire sur ce stade. Aujourd'hui, il fait à peu près 8300 places. La pelouse est évidemment synthétique à cet endroit-là de la planète. Quelque chose d'important, sur le championnat norvégien, il faut savoir que jusqu'en 1972, les équipes de foot du nord de la Norvège étaient absolument interdites de passer dans la ligue professionnelle de football norvégien, bien qu'elle existe. Ça, encore une fois, ça dénote beaucoup avec cette fameuse discrimination qui peut exister là-bas entre le sud et le nord, mais passer un certain degré dans le pays, on n'a pas le droit d'accéder au foot pro. Jusqu'en 1972 où ça s'ouvre,
Mais Bodø existait déjà, Bodø Glimt, pardon, existait déjà avant 1972. Mais du coup, on n'a pas d'archives de ce qui s'est passé avant parce que c'était considéré comme du football amateur en réalité. Et donc, Bodø Glimt, malgré toutes les performances qu'ils auraient pu faire plus tôt dans le passé, en fait, on n'a pas de traces avant 1972 et leur première ascension dans la première division norvégienne. Donc là, on est en 1977. Il faut savoir, juste petite parenthèse, que le championnat norvégien, étant donné les conditions climatiques, il a été ajusté au niveau de la temporalité, de quand on joue, quand est-ce qu'on ne joue pas. Avant, quand on jouait que dans le sud, c'était relativement comme nous en France et partout en Europe. Depuis qu'on a ouvert au nord, on commence en mars et on termine en novembre, le championnat de Norvège. Ça, c'était pour la ville de Bodø. Maintenant, évidemment, il y a un point qu'on ne peut pas éviter, c'est les conditions météorologiques sur place. Là, on le voit sur l'image et sur les différentes images qu'a passé Maxime, comment on vit à Bodø. Alors, Bodø, c'est une ville qui est située sur le 67e parallèle nord. Ça dira rien à la majorité des gens qui nous écoutent, mais c'est un parallèle qui n'est pas anodin, le 67e nord, parce que aux yeux des navigateurs, c'est la frontière du monde polaire. Et Bodø est pile sur cette frontière et pile sur le 67e parallèle. Alors, au niveau, voilà, merci. Ouais, on a le cercle polaire arctique, on est pile là. Au niveau, le rapport hiver-été, Bodø, on peut dire que ça connaît quand même de très longs hivers. Hein, ça commence début novembre, ça termine fin février. Le point culminant de l'hiver au nord de la Norvège, on est plutôt sur la dernière quinzaine de décembre. Alors, il faut savoir qu'à Bodø, on ne connaît pas les nuits polaires. Il n'y a jamais de moment à Bodø où il ne fait jamais jour. Ça n'existe pas. Mais bon, c'est vraiment chercher la petite bête parce que sur la dernière dizaine de décembre, il y a moins d'1 heure de soleil par jour. Donc, bon, voilà, ils peuvent se targuer du fait que, ah non, on n'est pas suffisamment au nord pour, mais bon, voilà, quand tu es sur, là, bientôt ils vont y arriver. Il fait jour entre midi et midi 45 à peu près, quoi. Et puis les températures, on a entre 0 et moins 2 degrés en moyenne sur cette ville. L'été, c'est différent. L'été, c'est beaucoup plus doux. Malgré qu'on ait besoin, enfin c'est difficile de dépasser 15 degrés en été à Bodø. Par contre, même s'ils ne connaissent pas les nuits polaires, ils connaissent bien le soleil de minuit, typique des pays scandinaves. Le soleil de minuit, c'est, pour ceux qui ne savent pas, c'est au solstice d'été, le soleil ne se couche pas, ne se couche jamais pendant une certaine période, en fonction de à quel point tu es proche du pôle Nord. À Bodø, c'est tout le mois de juin. Si vous allez à Bodø en juin, il n'y aura jamais de nuit. Et ça, c'est justificatif de fêtes, de feux de la Saint-Jean, comme on peut avoir chez nous, etc. Donc, comment on s'occupe l'hiver, hein, évidemment, c'est une question qui est légitime. Bon, l'hiver, on admire les aurores boréales, comme on a là à l'image. Et une coutume que moi, j'ai trouvée très mignonne sur les habitants de Bodø, et peut-être que ça s'élargit à tout le cercle polaire, mais ils ont pour coutume de laisser une lanterne allumée au pied de leur porte ou sur leur fenêtre l'hiver pour dire que ça va, que tout va bien chez eux, qu'ils vont bien, qu'ils n'ont pas besoin d'aide. Et puis aussi pour éclairer un peu la pénombre de cette ville qui est tout en haut du planisphère. Et sur les conditions de vie, j'avais aussi un petit passage sur les conditions de vie là-bas. Alors autrefois, donc on l'a vu, le moteur c'était vraiment la pêche. Ça l'est toujours, la pêche à Bodø, c'est toujours un facteur très important. La chasse aussi, l'élevage de rennes aussi, même si ça a un petit peu disparu aujourd'hui. Aujourd'hui, Bodø, c'est devenu une ville qui est très importante hein, en Norvège. En Norvège, c'est vraiment le relais des décisions qui sont prises à Oslo, qui est beaucoup plus au sud. C'est une ville qui est capitale de son land. Donc les landes en Norvège, c'est l'équivalent des régions en France. Donc c'est devenu une ville qui est très administrative, avec énormément de commerces, de sièges sociaux, de banques. Et aujourd'hui, on est à plus de 50 000 habitants même quand même à Bodø. Donc c'est une évolution qui est phénoménale et c'est une vraie réussite pour le coup, pour une histoire que, voilà, tout ce que je vous raconte, imaginez d'où on vient quand même. L'environnement sur place, c'est un sujet qui est essentiel. Et il y a quelques jours, ça on ne pouvait pas le prévoir Maxime, il y a quelques jours, la Norvège est devenue le premier pays au monde à interdire la déforestation.
Ok. Et ça, c'est tombé, je crois que c'est jeudi que c'est tombé. Ça, c'est assez fou. Alors, ça concerne la Norvège et pas que Bodø. Donc, dernier petit passage qui est pas des moindres. Même si la pêche est toujours au cœur de la ville, la culture est devenue aussi un pan hyper important de la ville de Bodø. Les musées, les salles de concert, les clubs de sport, parce qu'il n'y a pas que le foot, bien sûr, les théâtres, les cinémas, à tel point que Bodø, en 2024, c'est devenu la capitale européenne de la culture. Et ça, j'avoue que ça m'était passé sous le nez. Et donc, le tourisme s'est un petit peu enflammé entre ça et on en reparlera la campagne d'Europa League l'année dernière. Bodø, en fait, c'est vraiment devenu la foudre et la lumière qu'il pensait être au début. Donc pour moi, c'est ça. C'est ce que je retiens de Bodø. J'ai trouvé ça fascinant de plonger dans les archives de l'histoire de la Norvège et de cette ville. Pour moi, Bodø représente ce que la Norvège représente en fait. C'est une ville qui longtemps a été oubliée et délaissée de par sa position géographique. Mais quand on lui a donné sa chance, quand on a misé sur elle, elle a pas déçu. Et, et pour moi, ça représente aussi bien la ville que le pays en fait. Voilà, fin Ok. de ma présentation de Bodø. Eh ben, écoute, c'était une très très belle présentation de la ville de Bodø. J'espère que tu as fait des passionnés et qu'il y en a qui iront visiter Bodø l'été prochain. Je suis sponsorisé. J'ai été payé Ah, par la Norvège. dis-le pas. Donc, non, en tout cas, très très belle présentation de la ville de Bodø, de tous ses contours, et surtout déjà en premier temps sur la partie de la Norvège, c'était très intéressant. Donc, du coup, bah, tu sais qu'on a Franck hein, qui nous écoute, Vincent, et aussi en Foxy sur Twitch, et qui a dit que c'était super intéressant Ouais, pour le coup et désolé pour le super zoom, les récent. gars, c'est pas mon matos. J'étais pas prêt à ça. C'est pas grave, ça arrive. On peut du coup peut-être recentrer du coup sur le club un peu Ouais, Bodø Glimt. Bah écoute, alors c'est vrai que c'est un club où il y a pas énormément d'histoire, qui a commencé, comme tu l'as dit, dans les années 1900, c'était 16 la création, qui est resté dans les ligues régionales du nord de la Norvège, qui a eu du mal à percer au niveau national. C'est dans les années 60-70 que Bodø Glimt progresse fortement. 1975, la première grande victoire, on va ouais. dire, qui est le club marque l'histoire en remportant la Coupe de Norvège en 1975, devenant le premier club du Nord à réussir cet exploit. Et ils étaient même Euh, pas en première division encore en 75, parce qu'ils c'est l'atteignent que ça, 2 ans plus tard. c'est ça, c'est qu'ils oscillent entre la première et la deuxième division dans les années 80. Au niveau de la période plus 90, 2010, 1993, promotion en première division. Donc c'est la élite Serian qu'on dit. Je ne sais pas comment on dit pour Bien exactement. joué. Là, c'est C'est, bon, c'est bon. ça va, Ouais. c'est bien dit. Voilà, donc Bodø devient un club reconnu, jouant régulièrement au plus haut niveau. 1996, finaliste de la Coupe de Norvège. 2003, nouvelle finale de coupe perdue contre Rosenborg. Donc c'est vrai qu'il y a des clubs quand même assez connus aussi en Norvège, dont Rosenborg. Malgré cela, le club reste marqué par des cycles de relégation et de montée. Donc ça reste toujours. Il y a, je n'ai pas vu, il y a Franck qui dit qu'il gagne, c'est Stéphane Bern. Ah, c'est moi, les gars. Sous le masque, il y avait Stéphane, en fait, effectivement. Voilà, c'est ça. Année 2010-2020, on va dire une renaissance moderne. L'année 2010 c'est difficile sur le plan financier et sportif, mais une stratégie innovante se met en place. Développement local des jeunes, comme tu l'as dit, c'est une ville qui a à peine 50 000 habitants. Ouais. Il faut réussir à développer une équipe et surtout avoir une équipe des joueurs locaux qui est le plus compliqué. Recrutement basé sur les statistiques et la cohérence tactique, un style offensif inspiré de principes modernes, jeu de position, pressing intense. Et là, on arrive dans les années 2020 jusqu'à aujourd'hui et c'est l'âge d'or récent. Ouais. Euh, à partir de 2018-2019, quelque chose d'exceptionnel se produit. Bodø devient l'un des clubs les plus enthousiasmants d'Europe et aussi de Norvège. Et enfin, en 2020, champion de Norvège pour la première fois de son histoire, comme on peut le voir sur les photos. Donc, c'était la grosse fête dans la ville. Donc,
Une saison 2020 historique, un style offensif spectaculaire, plus de 100 buts inscrits quand même durant la saison. Domination totale du championnat. Aucune autre équipe n'était capable de faire mieux. Et en 2021, il réitère l'exploit avec un deuxième titre consécutif. Donc le club confirme sa supériorité en 2020, devenant le premier club norvégien double champion d'affilée. En Europe, il y a une petite révélation aussi, parce qu'il se révèle sur la scène internationale. Une victoire 6-1 contre l'AS Roma de José Mourinho à cette époque, en Ligue Europa Conférence. Match devenu mythique pour les Norvégiens et surtout pour l'équipe de Bodø. Un parcours jusqu'en quart de finale de la compétition aussi en conférence en 2022. Voilà, le club attire l'attention de toute l'Europe avec son jeu, sa formation. Champion deux nouvelles fois également en 2023 et en 2024. Et malheureusement qui a chuté cette saison à un point d'écart avec les Vikings. Donc voilà un peu le résumé de Bodø. Donc voilà. Il y a Franck qui me dit c'est quoi leur mascotte? Ça ressemble à Emma de celle de Dortmund. Alors c'est vrai que je me suis pas, j'ai pas été jusque là à vérifier c'était quoi c'est peut-être c'est peut-être juste un cosplay en fait. Ils sont peut-être juste fans de Dortmund aussi. Voilà, c'est vrai que voilà, c'est une équipe qui joue aussi en jaune, hein, donc du coup. Alors après, un truc important, tu as rappelé tous les titres, c'est vrai. Un truc important, c'est que quelque chose de magique se passe en 2018-2019 et qui amènera à leur premier titre en 2020. C'est pas financier. Et ça, c'est fou. Personne n'est venu investir de l'argent dans Bodø Glimt. C'est un pur produit local mené par les idées d'un coach, dont on va parler bien sûr, avec un football résolument offensif et tout ça. Mais c'est pas un club qui s'est transformé via un investisseur tiers qui a dit je vais conquérir la Norvège, quoi. Pas du tout. D'autant qu'à Bodø, c'est compliqué c'est pas un club qui est attractif en fait. J'avais vu une interview de Patrick Berg, qu'on connaît parce qu'il est passé à Lens en France. Patrick Berg, lui, à Bodø, quand il va dans le sud de la Suède, il disait que il devait cacher son accent du Nord pour être pris au sérieux. Sinon, il était moqué, voilà, c'était un peu la risée. Voilà, c'est un paysan du nord de la Norvège, tout ça. Donc en fait, les gens qui jouent à Bodø sont des gens qui sont nés dans le nord de la Norvège, à Bodø ou à proximité. Et il y a très peu de transferts qui sont effectués. Et si c'est des transferts qui sont faits en partance. On va le voir avec la revue d'effectifs tout à l'heure. C'est quasiment que des Norvégiens. C'est explicable. Et la façon dont ce club fonctionne, c'est aussi ça la magie du foot en fait. Parce que, alors bien sûr, c'est la Ligue de Norvège, c'est pas la Ligue des Champions, les gars, et Bodø Glimt n'est pas en course pour gagner la Ligue des Champions. Mais la façon dont le football de Bodø comment dire, a mis sous l'eau toute la Norvège en sortant d'absolument nulle part, en étant une ville qui était la risée du sud de la Norvège pendant des siècles et des siècles, avant même que ce soit une ville en fait. C'est très inspirant en fait, je trouve. Ouais, c'est clair, parce que c'est vraiment le petit club local. Même là, tu le vois dans la célébration de leur champion. C'est vraiment une petite scène avec juste marqué Bodø que tu vois en Europe, où c'est des trucs avec feu d'artifice et toute la clique, quoi. Donc, c'est le petit club familial de la ville. Et c'est vrai que c'est un beau parcours. Ce que tu dis qu'ils ne sont pas là pour gagner la Ligue des Champions, mais à l'Europa League. Ils étaient pas loin, parce qu'on va quand même sur une quart ou demi-finale, je sais. Non, demi-finale, je crois. Ils perdent contre Manchester. Tottenham. Non, Tottenham. C'est pas Tottenham. Tottenham. Non, je crois que c'est en conférence. Non. Je sais plus. Je sais plus. Je crois que c'est Tottenham qui s'incline à vérifier. Hein, donc voilà. Bon, je pense qu'on a fait un peu le tour sur le club. Bon, très 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 bonne ambiance, hein. C'est des clubs nordiques, donc ils savent mettre l'ambiance, et comme tu l'as dit, un stade de 8000 places. Moi, je trouve que le seul petit regret, c'est vrai que j'aurais bien voulu que ça soit là-bas le match et pas chez nous. Parce que c'est vrai que ça aurait été un déplacement, je pense, vraiment sympathique à faire. Mais ça aurait été le match piège. Déjà, c'est un match piège, mais en plus, jouer chez eux, on va le voir tout à l'heure, les résultats.
C'est pas simple. Juste pour finir sur cette partie, ils ont un projet qui est en cours, donc en fait d'agrandissement du stade. Voilà, ils devraient passer un peu plus de 10 000 places et aussi faire salle de concert et tout. Tu l'as dit tout à l'heure que c'était une ville de culture et tout. Donc, je pense que voilà, l'argent rapporté aussi dans les différentes compétitions, et ils ont ramené des points dans le coefficient UEFA de la Norvège grâce à leur parcours. Donc, va leur permettre d'innover et d'avoir un stade un peu plus moderne et surtout aux normes de l'UEFA. Parce que je pense que là, le stade doit passer très, très limite au niveau des stats. Donc, Oui, d'autant qu'à la base, l'Aspmyra Stadion, c'était pas un stade de foot. Enfin, c'était pas un stade que de foot. Il y avait tout autour une piste d'athlétisme, comme on peut voir dans certains stades encore aujourd'hui. C'était un truc très omnisport. Aujourd'hui, voilà, c'est recentré sur le football. Bien sûr que comment dire, ce qui s'est passé en Europa League l'année dernière et le fait que sur les 6 dernières saisons, ils remportent 4 fois le titre. Bien sûr qu'il y a une atmosphère qui encourage les fans à demander d'investir plus dans le football. Et c'est ça qui est génial, en fait, c'est que souvent dans tes émissions d'interview du fan de l'adversaire, quels ont été les moments de gloire de tel club, on va plonger dans les années 90, 70 peut-être. Les années de gloire de Bodø, on les vit là, en fait. On est en train de les vivre. Bodø est en train de devenir quelque chose. mm. Et c'est fantastique d'en être témoin et de voir ce qui va se passer demain. Ouais, c'est clair, on pourra suivre un peu ce qui s'est passé. Déjà, il y aura le match contre Dortmund demain, parce qu'ils jouent un peu leur survie dans la compétition. Donc, on en parlera justement après. On part sur le coach. Ouais. Je te laisse peut-être dire son nom, prénom pour que j'évite d'écorcher tout ça. Qui est-il, Knudsen? Voilà, c'est ça. Nick Knudsen. Knudsen. Donc, voilà, donc né un 2 octobre 1968 à Arna, dans la région de Bergen, Yes. en Norvège. Donc, tu veux peut-être le présenter, toi, ou est-ce que tu avais des petites notes à ce sujet? Le présenter, en fait, il n'y a pas grand-chose à dire sur ce coach parce que, à l'image de Bodø, c'est le début de sa carrière, en fait, parce qu'avant, il était juste manager avec deux autres clubs norvégiens. Il a commencé comme entraîneur assistant en 2017 et il est donc en fonction à Bodø en tant que titulaire en 2018. Et donc, il l'est encore. Donc, ça fait 354 matchs de passer sur le banc de Bodø. Son arrivée correspond à l'hégémonie de ce club, en fait, parce qu'avant, c'était un club qui naviguait entre les divisions. Depuis que Knudsen est là, la moyenne de points par match, c'est 2. C'est énorme. C'est la même que Kovac. Alors, c'est pas la même difficulté adversaire, bien sûr, mais moi, je trouve que ça compte. Quelque chose d'important sur Knudsen, il est en fin de contrat dans 3 semaines. Dans 3 semaines, son contrat expire. Bon, sans doute qu'il sera reconduit, à moins qu'il ait des objectifs peut-être petit peu plus ambitieux que le championnat norvégien. En tout cas, il a prouvé avec un football, c'est en 4-3-3, il a jamais changé Ouais. son système, c'est constamment du 4-3-3. Mais voilà, ça fait 5 ans qu'il est là. En 5 ans, le gars, il a gagné 4 titres et il est allé en demi-finale d'une compétition européenne avec un club qui sort de nulle part. Peut-être qu'il a pour ambition de faire mieux, de faire plus. Peut-être qu'il est arrivé au bout du projet Bodø, parce qu'effectivement, cette année, ils ont perdu d'1 point face aux Vikings. C'est un vent frais qui vient du nord, quoi, en fait, le football de Knudsen. Et on le verra demain, c'est un foot qui est résolument offensif. C'est un foot qui a presque 10 ans de retard sur aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, tout est très tactique, tout est très calculé, tout est méticuleusement analysé. C'est pas le cas de Bodø et c'est pas le cas de Knudsen. Knudsen, c'est jouer au foot, régalez-vous, en fait. Et d'autant plus en Ligue des Champions et en compétition européenne. On a cette chance-là, nous, club du cercle arctique, de jouer face à des grands clubs qui sont en place depuis plus d'un siècle. Régalez-vous, amusez-vous. Et c'est ça que je retiens, en fait, du football de Knudsen. C'est des mecs qui ont grandi ensemble, je sais pas, parce que je suis pas allé à ce point-là sur l'effectif, mais qui viennent de la même région et qui se régalent juste à jouer au foot en Norvège et en Europe.
Ouais, c'est ça. Bon, de toute façon, tu as bien résumé la chose. Donc voilà, système en 4-3-3, offensif et fluide à l'ancienne, qui veut voir ses équipes, son équipe surtout, se développer avec des jeunes joueurs. On va pouvoir en parler après au niveau de l'effectif. Juste, moi, j'avais vu qu'au sein de la Norvège et surtout du côté de Bodø, on approchait un peu ce joueur à rappeler sur l'influence de grands entraîneurs comme Nils Arne Egan ou un certain Jürgen Klopp aussi qui est stipulé. Donc voilà, après on sait que chaque entraîneur est différent, mais ils mettent une petite approche et une petite touche par rapport au Borussia Dortmund. Au niveau de son style de jeu, c'est vraiment porté vers l'attaque et une aspiration tactique et morale. Il a une vision du jeu, comme tu l'as stipulé, à l'ancienne et surtout, il veut donner une véritable ADN au club de Bodø. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire sur cet entraîneur. Il a 57 ans, il n'est pas si jeune que ça. C'est vrai qu'on pourrait croire que, en plus, il fait plutôt jeune. Le froid, ça conserve. On pourrait croire que, à l'image de son équipe, c'est un coach qui vient de. Bah non, en fait, pas du tout. Il a juste percé un peu plus tard que les autres et il a fait 57 ans là au mois d'octobre. Voilà, ok. Bah, écoute, on verra tout ça demain soir. Qu'est-ce qu'il va nous proposer et ce qu'il va nous pondre de son sac, en espérant qu'il n'y aura pas une mauvaise surprise pour le Borussia Dortmund à la fin. On part sur l'effectif. J'avais fait un petit montage avec, alors, j'ai envie de dire, des légendes historiques du club. Je pense que ça ne dira pas grand-chose à grand monde. Par contre, il y a une famille Berg très joueuse au sein du club. Donc, sur la photo en haut à gauche, on a Harald Dutberg. Donc, c'est le joueur le plus iconique du club. C'était un meneur de jeu visionnaire. C'était dans les années 70, pilier de la victoire en Coupe de Norvège pardon, en 1975. Sur la photo en haut à droite, on a Stig Johansen, attaquant prolifique des années 90-2000, international norvégien. Et en bas à gauche, on a. Oh, punaise, alors là, je vais sûrement écorcher, tu vas m'excuser, hein, mais c'est Asmund Bjørkan, qui est un ancien joueur, entraîneur, puis devenu directeur sportif en fait actuel de Bodø, dont figure majeure de la modernisation du club. Et un petit dernier en bas à droite, qui est Patrick Berg, encore un Berg supplémentaire, un joueur symbole du nouveau Glimt actuel, milieu défensif, international norvégien, intelligence de jeu, leadership et ADN 100% Bodø. Donc voilà un peu, il y en a d'autres, mais j'ai d'autres noms, mais ça ne dira strictement rien à personne, à part si on a des fervents supporters de Bodø et qui suivent la Norvège sur le bout des doigts. Au niveau des joueurs, alors un peu plus connus, j'ai envie de dire, et qui ont un nom un peu plus sur la scène européenne et qui sont partis de Bodø pour vivre une nouvelle aventure. En haut à gauche, on a Jens Peter Haug. C'était l'une des plus grandes ventes il y a quelques temps, dans les années en 2020, qui était partie à l'AC Milan pour 4,8 millions d'euros. Alors, on l'a vu dans le championnat allemand, en Bundesliga, il est passé par Francfort avant de revenir à Bodø en 2025. Ailier spectaculaire de la saison magique de Bodø en 2020. La photo en haut à droite, c'est Olia Solbakken, donc ailier percutant, notamment brillant en Coupe d'Europe, dans le sacré 6-1 contre la Roma. Donc il est au Nordsjælland, donc au Danemark, si je dis pas de bêtises. Ouais. En bas à gauche, on a Hugo Vetlesen. Donc, c'est un milieu créatif décisif lors du titre en 2021. Et ensuite, il s'est dirigé vers la Belgique. Il joue actuellement à Bruges. Et pour terminer, la photo en bas à droite, c'est un joueur qui devrait peut-être dire un peu plus à différentes personnes parce qu'il a été transféré au Stade Rennais. Holberg Gronsbeck,
l'un des milieux scandinaves, avant l'un des meilleurs pardon, milieux scandinaves, actuellement prêté à la Genoa en Italie. Voilà un peu les joueurs légendaires et aussi qu'on peut entendre au niveau du nom. Tu voulais faire un petit retour d'effectif sur le groupe actuel. C'est vrai que c'est très, très norvégien. Oui, c'est très très norvégien, mais dans l'esprit, faire une revue d'effectifs, étant donné que personne connaît l'effectif, c'est Mm. pas ce qu'il y a de plus pertinent. Mais il y a quand même quelques noms à noter, donc notamment effectivement Jens Peter Hauge. Alors Hauge, il est même né à Bodø, hein, donc c'est vraiment un enfant du pays. Ça a pas trop marché pour lui hein, en réalité à l'étranger, parce que partout où il est passé, ça a été un petit peu poussif, mais de retour à Bodø, dans cette atmosphère si particulière. Pour lui, ça marche bien. Leur avant-centre, Casper Høeg. Alors, Casper Høeg, il est à 17 buts et 6 passes décisives. Alors, la saison norvégienne est terminée, hein, bien sûr, donc c'est sur toute une saison que ça s'étale. Mais quand même, 17 buts, 6 passes décisives, ça compte. Le deuxième meilleur buteur, c'est donc Hauge, il est à 8 buts et il a fait 5 passes décisives. Et un dernier joueur dont je voulais parler, c'est Ulrik Solnes, qui est le joueur qui a le plus de caps pour Bodø Glimt. Et en fait, il joue encore. Il est toujours là. Il est capitaine slash vice-capitaine parce que Patrick Berg aussi a le brassard en fonction de qui joue. Mais Ulrik Solnes, il a quand même 413 matchs avec Bodø Glimt. Il est au club depuis 2012. Il est quasiment jamais blessé. Et cette saison, il est à 7 buts et 7 passes décisives. Et pour terminer sur les joueurs qu'on connaît, le meilleur passeur de l'équipe, c'est Patrick Berg avec 12 passes décisives. Voilà, c'est ça. Au niveau de l'effectif, donc ils sont sur un effectif de 28 joueurs. On est quand même sur un âge moyen de 25,5 ans. Donc c'est une équipe quand même très très jeune. Tu l'as dit, beaucoup de Norvégiens. Donc il y a 21% de joueurs étrangers. Je crois que j'ai souvenir, il y a à peine 6 joueurs qui ne sont pas norvégiens. Et les autres, je crois que sont danois. Je crois qu'il y a un Il y a un Norvégien russe. russe. Ouais, voilà, c'est ça. Donc c'est que du pays nordique, hein. Il n'y a pas un Africain ou un Amérique du Sud qui Euh, est venu se perdre Alors, dans le pays scandinave. j'ai beau chercher, effectivement, c'est l'empire de Norvège-Danemark, hein. On est revenu quelques siècles en avant, quoi. Voilà, c'est ça. Ben, ça fait un beau rapprochement par rapport à tout à l'heure. Bon, On boucle la l'estimation de boucle. l'équipe, 60 millions d'euros. Oui, On veut dire que ça vaut un Karim Adeyemi, pas plus, quoi. oui, C'est exactement. C'est la quatrième équipe la moins bien cotée de la Ligue des Champions. Il n'y a que 3 équipes qui sont en dessous. Et je crois qu'il y a le Kairat Almaty, Paphos et une autre dont j'ai plus le nom. Mais voilà, 61 millions. Après, il faut dire que le championnat norvégien ne pousse pas comment dire, à coter les joueurs. Par exemple, Casper Høeg, malgré sa saison à 17 buts, il est coté qu'à 10 millions d'euros quoi, sur Transfermarkt. c'est ça, tout à fait. Et bon, bah après, voilà, on va pas s'attarder sur l'effectif, comme tu l'as dit, il y a pas de nom en plus à citer. Au niveau de la rencontre qui nous attend, donc on en avait déjà parlé un peu hier. C'est vrai que Bodø n'avait pas eu trop de chance sur le tirage au sort parce que Slavia Prague, Tottenham, Galatasaray, Monaco, Juve, Dortmund City et l'Atlético. Actuellement, voilà, 32e au classement, seulement 2 petits points un point contre le Slavia, un point contre Tottenham. Alors attention, c'est vrai que c'est un petit poussé. On disait ils vont se prendre des triquets sur chaque rencontre, surtout contre les gros clubs. Et au final, quand on voit, il n'y a qu'à Galatasaray où ça a coincé un peu, mais contre l'AS Monaco à Bodø, ils ont tenu le choc et ils font une petite défaite 1-0. Et contre la Juventus, malheureusement, ils perdent à la 91e minute, alors qu'ils auraient pu faire un match nul. Bon, on a cet avantage, c'est de jouer à Dortmund, parce que c'est vrai qu'on aurait joué là-bas, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Et puis tu l'as stipulé tout à l'heure, le climat fait beaucoup de choses aussi. Donc bon, on va pas se le cacher, c'est quand même c'est la top compétition, c'est la Ligue des Champions. Il y a le Borussia Dortmund et il y a quand même Bordeaux très très loin. Mais attention quand même, match piège, hein, faudra pas prendre à la légère cette équipe et faire le match qu'il faudra. Je pense marquer assez rapidement aussi pour éviter de commencer à tergiverser dans la tête.
Et, et voilà, donc il n'y a jamais eu de rencontre entre les deux équipes, hein. C'est la première fois qu'ils se rencontrent. Donc voilà. Ouais, mais tu sais, Bordeaux, alors ils ont perdu le titre cette année, et quelque part, donc là ils jouent plus, ils jouent plus de matchs là. Il y a que la Ligue des Champions jusqu'en mars où le championnat reprend. Moi, je me dis, Bordeaux là, ils ont plus rien à perdre en fait. Ils n'ont rien à perdre du tout. En fait, ils ont déjà gagné quelque part, si tu veux. D'une certaine façon, de mon point de vue, Bordeaux, ils ont déjà tout gagné. L'Europe entière parle de cette ville. Elle a été élue capitale culturelle de l'Europe en 2024, demi-finale de la Coupe d'Europe l'année dernière. Et là, ils ont joué qui? La Juve, Dortmund, ils vont jouer City, Atlético, Galatasaray, Monaco, Tottenham. La victoire, elle est déjà en poche, en fait, quelque part pour Bordeaux. Parce que l'objectif, c'est pas de performer. Alors, pour les joueurs, bien sûr, si tu performes, c'est plus agréable et ça rend l'exploit d'autant plus beau, si tu veux. Mais c'est tellement magnifique ce qui s'est passé dans cette ville. C'est un vrai tournant, quoi. C'est pas juste une victoire ou juste une défaite. Toute l'Europe a eu les yeux centrés sur Bordeaux l'année dernière. Et en ça, ouais, moi, j'aurais un respect éternel pour ça, pour le coach, pour les joueurs. Donc, ils vont venir à Dortmund, je pense, hyper détendus, en fait. Et ça, c'est dangereux. Une équipe qui vient comme ça, hyper détendue, pas de stress, parce que voilà, la saison, elle est terminée, parce qu'on n'a plus que ça sur quoi se concentrer. Si on est éliminé, de toute façon, personne nous attendait au tournant, on va pas se mentir. Si on gagne, c'est un exploit, mais quoi qu'il arrive, on nous regarde et on parle de nous. Regarde nous deux ce soir, de qui on parle. Tu pensais te Ouais, parler c'est un ça. jour de la ville de Bodø/Glimt? Ben Pas oui, du tout. mais bien sûr, tu vois. Donc, d'une certaine façon, ils ont déjà gagné, en fait. Et c'est Dortmund qui a tout à perdre, surtout, demain. Oh, ah, ça c'est ouais, comme tu le dis, en fait, ils se sont fait un nom. Ben On oui. les a situés sur la terre. Maintenant, où est Ouais. Bodø? Et tout est gagnant pour eux. Et je suis sûr qu'au niveau touristique et tout, que tu verras sûrement que l'été prochain, il y aura beaucoup de monde qui se dirigera vers cette ville. Et parce que, bah, au final, le club a fait de la pub à cette région et au nom de la ville, au final. Ouais, bien sûr. Donc, donc voilà, un peu bon, on va pas s'attarder trop sur la rencontre parce que c'est vrai qu'il y a pas grand chose à dire à part voilà, Dortmund doit prendre les 3 points pour au moins se positionner dans les 8 premiers. Il faut pas oublier que derrière on enchaînera avec un déplacement à Tottenham et on recevra l'Inter Milan à Dortmund. Donc voilà. Villarreal et Bordeaux étaient cochés sur victoire pour prendre 6 points, pour se positionner. Qui sait peut-être faire un résultat à Tottenham et contre l'Inter pour éviter un tour supplémentaire de 16e de finale et finir directement en 8e. On peut essayer toujours de rêver. Peut-être Vincent, nous qu'on se moquait un peu au début, qu'on disait Ouais, qu'on finira jamais dans les 8 et il est peut-être en train de nous faire mentir. Donc, exactement. donc voilà. Tu voulais rajouter quelque chose sur la rencontre? Écoute, je suis arrivé au bout de mes 3 pages de notes. Ouais. J'ai beaucoup parlé sur une ville que j'ai découverte et sur une histoire que j'ai découverte. Donc, c'était absolument passionnant de me plonger là-dedans. J'ai hâte d'être à demain. Et puis, honnêtement, je ne sais pas si je vous ai donné envie, si je t'ai donné envie à toi, Maxime, mais moi, je vais suivre cette équipe. Je vais suivre l'équipe de Bodø/Glimt dans les saisons qui viennent parce que voilà, je suis fan en fait. Je suis devenu absolument fan de Bodø/Glimt. En fait. Oui, c'est vrai qu'il y a un petit attachement de dehors. En plus, ils sont en jaune et noir, donc du coup, Eh oui. ça se ressemble. Et Alors demain, il puis, devrait jouer en bleu marine demain, normalement. d'accord. Ouais, bon, bah, pas la bonne couleur hein, pour venir à Dortmund pour qui. On sait pour qui. Je voulais juste finir avec un petit jeu. Écoute, tu sais que j'aime bien finir avec ça. Bon, je l'ai proposé à Franck. Franck m'a fait un sans faute. Je voulais juste savoir, il y a 5 noms de joueurs norvégiens qui ont joué à Dortmund. Est-ce que tu es capable de m'en citer alors peut-être les 5 si tu y arrives, mais bon, il y en a des anciens de la génération de notre Francky, donc c'est plus compliqué. Eh bien, j'ai notre ami Julian Ryerson, j'ai notre ami Erling Haaland. Tout à fait. Hmm. Et là, d'un coup, il va falloir remonter un peu plus haut, quoi. Alors on en a un dans les années 2003-2005. Ah ouais? Ouais. 2003-2005. Hmm.
Non, je crois que j'en ai pas d'autres, quoi. Parce qu'après, les autres sont plus anciens que les années 2000. Oui, après c'est 2001-2003 et après c'en est un 96-97. Donc je pense que là c'est Ah ouais. beaucoup plus compliqué. Donc C'est bon, des noms si que tu tu... connaissais, toi, avant ou pas? Non, franchement, Ah ouais. sans plus, c'est pas notre génération, je veux dire, où on est arrivé, où on suivait le Borussia Dortmund, donc c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Mais c'est la culture, comme nous Ouais, dira bien sûr. Franck. Et puis Donc, surtout que quand Erling Haaland arrive, je me souviens pas m'être posé la question de est-ce que c'est le premier Norvégien ou pas. Donc bah ça l'était pas, mais je m'étais pas renseigné à l'époque. eh ben non. Donc non, Alors, Franck, je je vais suis. partir du plus vieux jusqu'à Vas-y. jusqu'à maintenant. Alors, le plus vieux, c'était 96-97, c'était Steinar Pedersen. 2001-2003, on avait Jan Derek Sorensen. Et en 2003-2005, on avait André Bergdolmo. D'accord. Ok. Donc voilà Je connais pas. les trois noms. Et puis après, tu l'as dit, Julian. Alors je vais te faire signer les oreilles. Ryerson. Putain. Voilà. Et Erling Holland, comme bien dit. Bah voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite émission vous a plu, vous a fait connaître un peu plus sur Bode Glint. Écoutez, moi je tiens à remercier quand même Kylian parce qu'il fait un travail de fou pour nous présenter City et là surtout Bode parce que Bode, il faut y aller. Juste pour la petite anecdote, Kylian, il y a 3 heures, il avait strictement plus rien. Ouais. Son ordi l'a craché, il avait plus aucune info sur Bodø. Il... voilà, c'était le crash total. En trois Ouais. heures, il a su se souvenir de tout ce qu'il avait vu et appris surtout. Et en 3 heures, il vous a refait une émission. En tout cas, moi, je voulais dire chapeau à toi, respect, parce que je pense qu'il y en aurait beaucoup qui m'auraient dit on annule, je ne peux plus la faire. Ou moi-même, j'aurais dit écoute, c'est mort, j'ai plus rien. Donc, respect, franchement, parce que tenir l'émission et refaire 3 pages en 3 heures, Ouais. chapeau. Ouais, j'avoue que ça a été le coup de chaud, quoi. C'était pas censé se passer comme ça, quoi. J'étais tranquillement chez moi et puis crash technique. J'ai perdu l'encyclopédie que m'avait envoyé la Norvège. Alors heureusement que je l'ai lu suffisamment pour me retenir. Et après, le fait de traduire, parce que je l'avais en anglais et du coup, je l'écrivais en fait en français. Et le fait d'écrire au clavier, ça fait mieux travailler Ouais, la mémoire. ça te fait, ouais. Et donc, j'ai bien retenu ma leçon. Et vous? C'est ça ma question surtout. Voilà, c'est ça. Bah, écoute, c'était une chouette émission. On en sait un peu plus maintenant sur le club. Et puis bah, maintenant, on n'a plus qu'à voir demain soir, 21h, tous devant nos écrans. Il n'y aura personne au stade, en tout cas des Galische Jungs du fan club. Donc ça sera tout le monde au chaud et devant son thé, devant sa tisane ou devant une bonne bière pour ceux qui veulent. Kylian, merci beaucoup. Passe une bonne soirée. Et puis on se reverra, nous, bah, du coup, jeudi. Ça y est, tu fais ton super zoom. C'est ça. Vous me voyez bien, les gars, ou pas là? Vous m'entendez? Bah là, on te voit bien aussi. Écoute, bah, bonne soirée. Merci aussi à ceux qui étaient sur le chat avec Franck, Vincent et aussi Anfoxy. Et puis, passez une bonne soirée. On se revoit jeudi Le prono, à 20h. Maxime. Ah oui, le prono, c'est vrai, j'allais l'oublier. Autant pour moi. Bah vas-y, je te laisse en premier. Le prono de demain. Je dis ça, j'ai pas la réponse. Je sais pas ce que je vais dire. Non, mais je dirais que je pense que Bodø va marquer. Franchement, des images que j'ai vues, ça peut être très très déroutant. Donc je dirais 1-2 en fait. 2-1 pour Dortmund, je dirais. 2 points tout. Ok, bah écoute, moi je vais rester sur notre lignée actuelle, comme on aime bien mettre 4 buts. Je vais partir Oh. sur un 4-0. Écoute. Oh, Ouh, et ok. je pose les billets. Ok. Voilà, comme ça vous avez notre petit prono. Ok, bah écoute, passe une bonne soirée et puis à jeudi soir 20h avec la fine équipe Vincent et Franck pour débriefer de ce match, j'espère en tout cas positivement. Absolument. Merci Maxime de m'avoir écouté ce soir. Et ben merci à toi et puis comme on dit en Allemagne, Tchuss. tchuss!